7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Chacun aura suivi les terribles événements qui se déroulent en ce moment même en Nouvelle-Calédonie, alors que les émeutes kanaks prennent des airs de guerre raciale et brandissent l'argument de la défense identitaire. Beaucoup pointent du doigt le rôle de puissances étrangères dans ce conflit, notamment l'Azerbaïdjan. L'indépendance et la cause identitaire kanak sont-elles réellement au cœur des préoccupations de Bakou, ou bien la Nouvelle-Calédonie n'est-elle qu'un pion dans un jeu de déstabilisation? Et puis face à cette dernière, la France fait-elle le poids ou bien se laisse-t-elle dépasser? Selon Max Arwen-Gastino, politologue et auteur diplômé en histoire et en relations internationales, au-delà des enjeux géopolitiques et des guerres d'influence, ce conflit révèle aussi la faiblesse d'un gouvernement peut-être trop facile à ébranler. Et c'est bien pour discuter de cela que nous le recevons ce matin. Bonjour Max Arwen-Gastino. Bonjour. Et puis comme à notre habitude, le mardi, je suis accompagnée de notre partenaire Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, auteur de La vérité du terrain aux éditions Bouquin et jusqu'au dernier ukrainien aux éditions Max Milo. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Alors avant toute chose, justement, je me tourne vers vous Régis. On entend partout que l'Azerbaïdjan serait une sorte de grand marionnettiste derrière les Kanaks. Qu'en est-il ? Alors quand j'ai appris ça, enfin je savais, enfin je m'étais penché sur l'affaire de la Nouvelle-Calédonie depuis un petit moment et il y avait effectivement des choses qui indiquaient une certaine influence ou un certain intérêt, on va dire, de l'Azerbaïdjan pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis, j'ai été surpris quand même par les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, livrant pâture, expliquant que ce n'était pas un fantasme, c'est ça ses propos, que c'était la réalité, que l'Azerbaïdjan... Alors, immédiatement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir la distance entre Bakou et Nouméa, et j'ai trouvé 14 000 kilomètres. Alors bon, effectivement, c'est un peu moins loin que la France, mais enfin c'est quand même très très loin. Donc oui, quand on gratte un petit peu derrière, l'Azerbaïdjan en effet est un partenaire, on va dire plus un partenaire idéologique dans les luttes, ce qu'ils appellent les luttes anticoloniales ou de décolonisation, puisque il ne s'agit pas que de la Nouvelle-Calédonie, mais l'Azerbaïdjan sponsorise, on va dire, parfois en les finançant, enfin en tout cas en finançant leurs déplacements, un collectif de 14 mouvements indépendantistes situés dans les possessions françaises dans le monde. C'est pas simplement, c'est donc une sorte de il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie, mais il y a la Nouvelle-Calédonie en particulier, et ils en ont fait venir, notamment des membres du CCAT, le comité de coordination des actions de terrain, le fameux CCAT qui a mis le feu aux poudres en Calédonie. Et donc, notamment le 1er mars dernier, quand on regarde un petit peu, 1er mars dernier, à Istanbul, s'est tenue une conférence sur la décolonisation, auquel participaient ces acteurs qui sont aujourd'hui à la manœuvre en Calédonie. Alors, oui, il y a cette ingérence de la part de l'Azerbaïdjan, oui, il y a ce soutien, principalement dirigé contre la France, parce que, comme vous le savez, la France livre des armes et fait de la formation pour l'armée d'Arménie. Donc il s'agit d'une espèce de guerre, une sorte de partie de billard à plusieurs bandes. Mais au-delà de ça, je ne vois pas l'Azerbaïdjan organisant, si vous voulez, sur le terrain l'émeute, quoi. Il s'agit effectivement d'un soutien idéologique, mais pas d'un soutien tactique ou d'un soutien stratégique sur le terrain pour mettre le feu aux poudres. Je pense que là aussi, il faut faire attention avec les autres. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de la Chine, de l'Australie et d'autres intervenants qui lorgnent sur la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut toujours se rappeler qu'au moment de la guerre d'Algérie, au moment des guerres d'Indochine, la presse et beaucoup d'hommes politiques accusaient la Russie, accusaient la Chine d'être responsable finalement de ce qui se passait dans les colonies. C'était un petit peu facile et ça permettait justement d'éviter de reconnaître ses propres responsabilités. Vous savez, longtemps, on y a vu dans le FLN l'action des agents russes qui existait, mais le fond du problème n'était pas là. Voilà. Max Arwen-Gastino. Oui, vous avez eu la gentillesse de rappeler en effet que j'ai publié une tribune dans le Figaro récemment et je résumais les choses
Ainsi, la France est déstabilisée car elle est déstabilisable. C'est-à-dire, en effet, elle est déstabilisée. Il y a un certain nombre de pays qui, sans doute, appuient là où ça fait mal, pour dire les choses simplement, mais parce qu'en effet, il y a un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes intérieurs, en France métropolitaine comme en France pacifique, que nous n'arrivons pas, depuis un certain nombre d'années, à surmonter. Et donc, en effet, avant d'accuser d'autres pays d'enfoncer un certain nombre de coins à l'intérieur même de notre espace national, il faudrait se demander comment en sommes-nous arrivés là. Et moi, donc, je pense qu'il faut en effet tenir un double discours, c'est-à-dire à la fois prendre acte du fait que nous sommes déstabilisés par un certain nombre de pays qui appuient. L'Azerbaïdjan est assez proactif en la matière. Il y a un discours idéologique, ça vient d'être rappelé. On peut parler par exemple du processus de Bakou qui a été lancé en 2008, qui vise le dialogue intercivilisationnel. Ce discours intercivilisationniste, vous le retrouvez aussi bien côté chinois que côté russe. Ça fait partie, mais il faut le prendre au sérieux, c'est pas qu'un discours idéologique, c'est aussi une géopolitique, c'est aussi une mutation du monde irréversible. Ça fait partie de ce qu'on a appelé aussi la montée en puissance du Sud global, la désoccidentalisation. C'est-à-dire que nous entrons dans un monde où en effet l'Occident n'a plus l'hégémonie de la puissance, où il faut faire face à d'autres mondes, d'autres réponses, d'autres valeurs. Et je crois qu'il faut tout simplement accepter ce nouvel ordre du monde, un monde que nous ne pouvons plus dominer par le simple fait que nous sommes la France, que nous sommes une puissance occidentale, que nous sommes une démocratie. Et donc il faut rentrer dans l'arène et accepter en effet d'être confronté à des petits États, mais qui ont des moyens et qui ont un discours qui leur permet d'avoir des alliés. Et si vous regardez aujourd'hui la situation géopolitique mondiale, Dominique de Villepin l'a rappelé récemment, l'Occident est sans doute plus isolé que la Russie. Et je ne vois pas au niveau de nos dirigeants une prise de conscience forte sur cette thématique, puisque nous continuons de brandir l'étendard de la démocratie, de l'état de droit et de nos valeurs, comme si ces mots nous protégeaient d'un ordre du monde en train de basculer côté sud. Et puis il faudra en effet s'attaquer à tout un ensemble de difficultés intérieures, et ça ne relève en quelque sorte que de Paris. Il y a au moins, je dirais, 2 grands sujets qui se chevauchent en Nouvelle-Calédonie. Il y a la question de l'unité nationale. Que faisons-nous ensemble ? Et là, ça pose la question de l'intégration. Et quand je parle de l'intégration, je lie bien évidemment la thématique aussi à la question de l'immigration, capacité à faire France dans un pays toujours plus divers. Et les Outre-mer font partie de cette diversité nationale. Et puis, il y a des difficultés économiques. Nous savons que si la Nouvelle-Calédonie est visée, c'est aussi parce qu'elle dispose d'un certain nombre de ressources énergétiques très importantes. Or, la filière nickel, pour être plus précis, connaît un grand nombre de difficultés face à une concurrence internationale exacerbée, face à des coûts de l'énergie qui ont explosé. Et on sait que les coûts de l'énergie en Europe sont aussi dus à des décisions ou à une absence de décision pour créer ce cadre compétitif nécessaire à la réindustrialisation de la France. Et donc ça, en effet, ça relève de décisions que nous devons prendre. Ce n'est pas de la faute de l'Azerbaïdjan ou de la Chine si à l'intérieur, en termes d'intégration, d'unité nationale et en termes d'économie, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus affaiblis qu'il y a encore quelques années, avant même que ce Sud dit global n'émerge et utilise tout un ensemble de stratégies pour défendre ses intérêts, au fond. Défendre ses intérêts, quitte à gêner les nôtres. Alors, notre faiblesse intérieure ne doit pour autant, à mon avis, pas excuser les ingérences extérieures. Est-ce que la France devrait se montrer plus ferme vis-à-vis, par exemple, de l'Azerbaïdjan, même si Régis Le Sommier avait l'air de dire que le soutien de l'Azerbaïdjan envers les Kanaks était plutôt idéologique que matériel ou politique. Bon, est-ce que malgré tout, la France aurait intérêt à se montrer plus ferme ? Je pense que la France a raison de désigner l'Azerbaïdjan, dès lors que l'Azerbaïdjan, en effet, a un certain nombre d'activités qui gênent les intérêts français. Après, en termes de réaction, nous sommes déjà allés assez loin, puisque notre ambassadeur a été rappelé. Nous soutenons un pays en conflit ouvert, ça a été rappelé par Régis Le Sommier, avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Nous leur fournissons des armes. Il y a des tensions depuis un grand nombre de mois entre nos 2 pays. Donc je pense qu'on est déjà allé assez loin. Et la géopolitique, c'est des discours, c'est des rapports de force. Et puis c'est aussi à un moment donné la réalité concrète aussi des intérêts des pays. Et nous savons bien que l'Union européenne ne veut pas tout à fait froisser l'Azerbaïdjan pour des raisons d'approvisionnement énergétique depuis que nous cherchons à nous départir d'approvisionnement venant de Russie. Donc il faut désigner l'adversaire, aller plus loin,
ça me paraît aujourd'hui compliqué. Il faut rétablir l'ordre intérieur et ne pas se laisser désarçonner par des discours qui nous accuseront de colonialisme. La Nouvelle-Calédonie n'est pas une colonie, c'est un territoire français avec des citoyens français qui ont voté à 3 reprises pour rester français. Et ça, je crois qu'il faut en effet le rappeler. Ne pas se laisser déstabiliser par les discours, mais prendre acte du fait qu'ils existent et que, j'ai envie de dire, moi, tout État sur la scène internationale a vocation à défendre ses intérêts. Et s'ils estiment que pour défendre leurs intérêts, il faut attaquer la France, on peut s'en indigner. Ça fait partie du jeu géopolitique. Et il y a aussi des puissances occidentales qui, des fois, gênent les intérêts français. Je rappellerai l'affaire AUKUS, puisque nous parlons du Pacifique, qui là venait d'alliés très proches de la France. En relations internationales, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait le général de Gaulle. Je crois qu'il faut se rappeler toujours cette phrase. Régis Le Sommier, une réaction. Est-ce que la France, effectivement, doit prendre acte de cette concurrence de l'Azerbaïdjan concernant la crise en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que nous devons réagir plus fermement ou est-ce que nous devons nous concentrer sur la consolidation de notre politique intérieure? Moi, je m'étonne un petit peu alors, sur le cas de l'Azerbaïdjan, je ne pense pas que ce soit l'ingérence la plus grave. Alors, même si ils ont accueilli ces groupes qui aujourd'hui sont à l'origine des émeutes, ou en tout cas participent à ces émeutes, ça c'est clair. Il y a eu 3 voyages, tout frais payés, de la part de militants, justement, de ces divers groupes d'émeutiers. Et donc, oui, il y a une ingérence, mais pour moi, d'abord, il y a une chose qui m'étonne dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression, comme souvent d'ailleurs, quand il se passe un problème sur un territoire, que ce soit à Mayotte, que ce soit dans les Antilles, parce qu'il y a aussi, on a l'impression de redécouvrir un peu des choses qui sont évidentes, ces histoires d'ingérence en Nouvelle-Calédonie, et du fait que les voisins de la Nouvelle-Calédonie et d'autres puissances, y compris les États-Unis, lorgnent sur notre caillou, puisqu'on l'appelle le caillou, avec ses ressources, à la fois ses fonds marins, les routes maritimes qu'il permet d'ouvrir, ça c'est pour la Chine, le nickel, vous l'avez évoqué, 3e producteur mondial de nickel, avec peut-être 20 ou 30% des réserves de la planète. Donc on a effectivement des ressources incroyables qui agitent et qui intéressent les voisins. En premier lieu l'Australie, mais ce n'est pas nouveau. Déjà à l'époque des accords de Nouméa et de Matignon en 88 sous Jacques Chirac, il y avait déjà eu des passes d'armes avec l'Australie. Je me souviens d'ailleurs que Jacques Chirac avait retoqué les Australiens en leur expliquant qu'il s'intéressait au bien-être du peuple kanak et à son émancipation en Nouvelle-Calédonie, mais qu'eux-mêmes avaient détruit véritablement et génocidé leurs propres autochtones, en l'occurrence les aborigènes. Donc ça, c'est Chirac qui avait... Mais à l'époque, justement, il y avait, je trouve, un discours qui correspondait à une stature... voilà, on défend la France. Non pas que Chirac était indemne de tout reproche, mais en tout cas, voilà, on y allait franchement. On n'a pas à s'excuser d'être présent dans le Pacifique. Autour, la Nouvelle-Zélande est également un prédateur. Les États-Unis, il faut savoir que tous ces pays-là ont mis en précaré la plupart de toutes les petites îles qui sont autour de la Nouvelle-Calédonie. Les États-Unis ont les Marshall, l'Australie à Nauru, la Nouvelle-Zélande, les Tonga. Bref, ils ont tous fait des proxys, des satellites. Évidemment, la Chine aimerait se développer et accroître son ouverture sur le Pacifique. Donc à chaque fois, le truc qui gêne, c'est la présence française, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est 18 000 km² de terre, mais c'est un espace maritime gigantesque autour, et donc on sent bien mais ce n'est pas nouveau. Donc le problème, c'est que moi je crois personnellement dans cette histoire, dans cette crise, c'est on s'est laissé surprendre parce qu'on avait un peu tout simplement oublié cette Nouvelle-Calédonie qui est à plus de 20 000 km de la métropole, et que là, et donc en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une fragilité dans l'édifice national, que vous évoquiez la question des référendums. Les référendums
référendums ont certes conduit au non, mais le dernier a été contesté. Il y a eu l'histoire du Covid, l'abstention prônée par les groupes séparatistes indépendantistes. Donc, sur les conditions principalement basées sur les conditions de la tenue de ce référendum. Donc, énorme contestation de ce référendum. Et puis, la possibilité examinée et acquise maintenant par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'élargir la base électorale aux résidents de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que les Kanaks, en gros, ont l'impression d'être ostracisés, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir une indépendance par les urnes, on oublie, et ils ont l'impression d'être mis au banc quelque part, et que leurs droits ne seront plus... alors que c'est pas vrai, mais si vous voulez, les tensions, elles sont liées à ça aussi. On peut s'étonner aussi du fait que on est dans une période électorale avec les élections européennes. Pourquoi avoir mis cette question de la réforme constitutionnelle à ce moment précis? Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre aussi? Vous savez, le gouvernement Macron a souvent tendance à agiter comme la réforme des retraites qui n'était pas extrêmement urgente et qui a mis le feu aux poudres. Là, encore une fois, on est avec une réforme constitutionnelle concernant la base électorale, le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. C'était peut-être pas urgent de le faire et ça a visiblement mis le feu aux poudres. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de voix qui se dressent. J'écoutais hier Alain Boer qui expliquait justement que il fallait peut-être suspendre cette réforme constitutionnelle, entamer des dialogues, recommencer, au risque de nous retrouver finalement dans un processus à l'algérienne, c'est-à-dire avec une montée de l'irrédentisme parce que c'est pas terminé, l'histoire elle est pas terminée. Ce matin on entend que les barrages, la plupart des barrages sont revêtus on a planté des drapeaux blancs dessus. Il y a une tentative de dialogue, mais il y a encore des zones qui échappent au contrôle. C'est ça le problème aussi. La faiblesse de la Nouvelle-Calédonie, c'est son éloignement, et c'est le fait que c'est un territoire important, un territoire quand vous avez des problèmes à Mayotte, c'est tout petit. Là, c'est immense. Vaste. Et donc, il y a encore en Nouvelle-Calédonie des quartiers entiers qui échappent au contrôle du pouvoir. Il n'y avait pas, assez de policiers, il n'y avait pas assez de forces de l'ordre présents sur place au moment où ça s'est passé. Et donc, quelque part, une part des dégradations ont été faites parce que les émeutiers n'ont eu personne en face avant que les Caldoches se réveillent et finissent par défendre leur quartier. Mais si vous voulez, on est vraiment dans une situation, il y a une guerre civile possible, il y a une montée aussi du racisme. Donc vraiment, le cocktail, il est là. L'éloignement, plus la distance, plus la taille de l'île ont fait que on est arrivé à cette situation et voilà. Et aujourd'hui, ça fait quand même, vous savez, on dit toujours, vous citiez De Gaulle tout à l'heure qui disait gouverner, c'est prévoir. En l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'on ait prévu grand-chose sur la Calédonie et notamment des conséquences de cette réforme constitutionnelle. On pouvait se douter que au niveau des Kanaks, ça passerait pas. Voilà. Et justement, ces Kanaks qui demandent à ce que la France se retire et puis qui ont tout ce discours de décolonisation, la solution, quand on vous entend, Régis Le Sommier et Max Arwen-Gastineau, c'est plutôt que la France se réinvestisse dans ce territoire d'outre-mer, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette croyance très occidentale, très française, consistant à penser que dès lors que les choses sont juridiquement cadrées, dès lors que nous avons la légalité pour nous, le reste, en quelque sorte, suivra. Or, derrière la légalité, il y a la légitimité. Et ça, la légitimité d'une décision, quand bien même est-elle légale, c'est toujours beaucoup plus compliqué à obtenir. Ça suppose que vous reconnaissiez l'État qui est à l'origine de ce droit, de cette action, comme légitime sur le territoire où il agit. On voit bien la difficulté, par exemple, de l'État français à contrôler un ensemble de territoires de banlieue parce que justement il fait face à une population qui est en tant que telle rétive à l'ordre qu'il incarne, pas simplement à travers les institutions, les policiers qui incarnent cet État, mais le fait que l'État, ses institutions, ses agents représentent la France et donc a vocation à régir la vie collective des Français. D'où l'importance de l'intégration du sentiment national qui existe en Nouvelle-Calédonie, mais qui est contesté du fait, en effet, de mouvements indépendantistes. Et je crois qu'en effet, on a cru qu'une fois les accords de Nouméa passés,
tout allait rentrer dans l'ordre. Je crois qu'il y a tout un projet national français à réinvestir. Encore une fois, que faisons-nous ensemble de la Nouvelle-Calédonie à la Guyane, en passant par la métropole? Moi, je serais plutôt partisan aussi d'un récit, d'inclure davantage dans le récit national tous ces territoires français qui font que la France a la deuxième zone maritime du monde, la première selon certains classements. Nous sommes un pays présent sur 5 continents, nous ne sommes pas un petit pays, une petite province européenne enfermée dans une relation asymétrique avec l'Allemagne. Il faut voir beaucoup plus loin, il faut vraiment réinvestir l'histoire de France et être aussi, au niveau des élites françaises, convaincus justement que nous sommes un grand pays et que nous avons donc vocation à investir cette zone de Nouvelle-Calédonie. Nous découvrons que nous avons en effet des réserves de nickel tout à fait importantes pour réussir la transition énergétique et pour fabriquer des batteries. J'ai l'impression que c'est un petit peu tardif et il manque cette grande politique, cette ambition nationale qu'avait incarnée par exemple à l'époque du général de Gaulle, cette politique d'aménagement du territoire qui avait permis à des territoires périphériques d'être embarqués dans la montée en puissance économique de la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est à l'image de la Corse, à l'image des zones rurales, c'est à l'image des banlieues. C'est la France périphérique, au fond, qui témoigne aussi d'un malaise dans une France qui est en train de décrocher, faute, encore une fois, de réinscrire notre vivre ensemble au cœur d'un grand projet national. Oui, donc finalement, toutes ces questions de crise identitaire qu'on nous met sur la table, de la part de la gauche comme de la droite d'ailleurs, ça déstabilise la position française, alors que la vraie question identitaire, ce serait plutôt comment réintroduire vraiment la Nouvelle-Calédonie au sein de cette identité nationale. Je pense qu'il y a un discours à tenir sur qu'est-ce que signifie être français, il faut mieux définir l'identité nationale, il y a une sorte de fierté historique qui n'est plus entretenue, qui passait par l'école. Et puis, il n'y a pas que le discours, les sentiments, il y a aussi un projet à réécrire. Et ça passe par, je pense, une grande ambition scientifique autour de nos territoires maritimes, par une grande ambition industrielle. Nous ne créons pas, contrairement à ce qu'explique le gouvernement avec ses programmes Englobish, Choose France, il n'y a pas véritablement de réindustrialisation encore du pays. Or, on voit bien que ces régions périphériques, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, sont aussi les régions qui ont été victimes d'un défaut d'ambition de l'État en matière d'industrie. Il est 8h59, messieurs, on vous retrouve dans un instant. Tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Danaya Le Guével. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Régis Le Sommier, je me tourne vers vous. Nous parlions de l'ambition de tous les États finalement qui se cristallisent autour de la Nouvelle-Calédonie, les États-Unis, la Chine, enfin bon, ils sont nombreux. Aujourd'hui, donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça ne serait pas justement la soumettre à ces ambitions d'autres États et serait-elle réellement aussi indépendante qu'elle l'imagine ? Non, évidemment, ça veut dire que d'une puissance de tutelle qui serait la France, enfin, encore une fois, il faut considérer que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français d'outre-mer. On n'est pas dans le cadre... C'était pas un département, à la différence de Mayotte aussi. Il y a quand même des différences, on va dire, de lexique et d'exercice du pouvoir, enfin, de la souveraineté française. Mais en tout état de cause, s'il y a indépendance, il y aura forcément... une nouvelle mise sous tutelle par quelqu'un de la région. D'autant qu'on sait que, par exemple, l'Australie et la Chine se disputent très, très fortement l'influence dans cette zone. Donc on est vraiment dans une reconfiguration. Il y aura une reconfiguration, évidemment, et ça va être... est-ce que ce sera à l'avantage des Kanaks, comme ils le pensent? Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui sont incertaines. Maintenant, ce qui est quand même étonnant avec cette révolte des Kanaks, enfin d'une partie des Kanaks en Nouvelle-Calédonie et ce qui s'est passé et ces émeutes ultra-violentes qu'on n'avait pas connues là-bas depuis des dizaines d'années, même si il y avait eu ce soulèvement dans les années 80, évidemment, c'est quand même que quand on regarde les 2 mandats d'Emmanuel Macron, ça commence à faire beaucoup d'accumulation de révoltes violentes. Alors ça a commencé avec les Gilets jaunes, ensuite il y a eu la réforme des retraites que j'évoquais, il y a eu la question, les émeutes de banlieue, la révolte rurale,
maintenant la révolte en Californie, en Calédonie, excusez-moi. Ça fait beaucoup. Moi, je trouve que ça en dit long un petit peu aussi. Vous parliez de réécrire le roman national, mais comment réécrire le roman national quand on a un président quelque part qui est plus intéressé par une vision européenne, voire mondialiste des choses, qui a un logiciel qui n'est pas très national, justement. C'est un vrai problème. Là, oui, il y a un besoin de nation. On sent qu'il y a un besoin de redéfinir quelle est l'expérience collective, quelles sont nos valeurs ensemble. On a l'impression quelque part, et je pense que c'est, même si ça n'explique pas tout sur la Nouvelle-Calédonie, mais que l'expérience française et ce que la France énonce dans l'universel, ce qu'elle est un petit peu en voie de disparition aujourd'hui. On peut faire un parallèle. Moi, je ferai plus le parallèle de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec ce qui s'est passé en Afrique vis-à-vis de la France qu'avec la guerre d'Algérie, quelque part. Je sais que la France insoumise, par exemple, aime bien justement argumenter du prisme de cette décolonisation inachevée pour expliquer les événements. Et on a écouté Jean-Luc Mélenchon depuis le Sénégal expliquer les correspondances dans l'histoire entre ces mouvements de décolonisation sénégalais et ce qui se passe aujourd'hui en Calédonie. Non, pour moi, c'est la France est-elle encore pertinente? C'est-à-dire, en fait, donc la France très loin, donc qui se sent éloignée de la métropole, peuple autochtone qui a des rapports compliqués avec cette même métropole, se dit voilà, notre heure est venue de nous déclarer indépendants, nous n'avons rien à voir avec ces gens, et de toute façon, ce message français ne passe plus. Et il ne passe plus quand on voit ce qui s'est passé en Afrique. Il y a quand même des leçons à tirer depuis les coups d'État d'août 2020 au Mali jusqu'à aujourd'hui, le même Sénégal qui demande aux troupes françaises de quitter le pays. Il y a quand même un recul de la France. Pas simplement parce que on subit une concurrence d'autres puissances. On a fait exactement la même chose. Je vous ai expliqué que pendant la guerre d'Algérie, on disait que c'était des agents russes. Là, on nous a expliqué que les problèmes de la France en Afrique, c'était à cause de Wagner. On nous a expliqué que c'était sournoisement cette milice financée par Poutine, avec Prigojine, feu Prigojine à la manœuvre, qui essayait de nous faire reculer en Afrique. En réalité, Wagner a profité d'un vide. Wagner a profité, après l'opération Sankara en Centrafrique, s'est engouffré dans la brèche, a proposé ses services et a été accepté, la France ayant quelque part failli. Et donc, on se rend compte que on s'est un peu endormi sur nos lauriers. Le message qu'on voulait faire passer vis-à-vis des populations africaines, ne passait plus. On a un président qui, quelque part, a accumulé les bourdes diplomatiques et est apparu, oui, excusez-moi d'utiliser le terme, mais comme arrogant vis-à-vis d'un certain nombre de leaders africains. Il y a eu cet incident au Burundi, autre incident en République démocratique du Congo, où Emmanuel Macron apparaît comme un peu déconnecté ou toujours comme ayant une attitude colonialiste, c'est-à-dire du paternaliste, venant expliquer à l'Afrique ce qu'elle doit faire, venant expliquer au chef d'État que lui était au-dessus, et avec un sentiment qui laissait une impression qu'il essaie d'être infiniment supérieur à ses hôtes. Donc c'est un problème de contact de Macron, mais on sait que Macron a des problèmes aussi pour parler à son propre peuple, pour parler à la France. Ça n'a jamais connecté avec la France. Il a tenté des dizaines de fois de faire des forums, des tours de France, etc. Mais à chaque fois, c'était devant des publics triés sur le volet. Et le contact avec la population passe mal. Il n'a pas ce truc Chirac, par exemple, ou même Sarkozy, quelque part, de contact, ou même Hollande, il ne l'a pas. Mais en tout tas de cause, pour ce qui est de la dimension africaine, tout n'est pas de sa faute, évidemment, mais je pense qu'il y a un recul de la France et un recul du message. Quel est le message de la France aujourd'hui ? En quoi est-il pertinent pour certains pays d'être encore alliés à nous ? Et puis, quelle est notre stratégie ? Vous prenez les Turcs, par exemple, en Afrique, c'est des gens qui ont une stratégie expansionniste. On dit les néo-ottomans. Enfin, l'Empire ottoman n'est jamais allé jusqu'au Niger. Or, la Turquie, elle, aujourd'hui, a développé économiquement des liens avec tous ces pays, progressivement,
accroît son influence, rentre en concurrence avec la Chine, rentre en concurrence avec d'autres acteurs, si vous voulez, mais ils ont une stratégie de développement. Nous, quelle est notre stratégie ? Pendant 10 ans, on a eu des forces stationnées pour lutter contre les mouvements terroristes, qui ont fait un boulot extraordinaire en Afrique, mais ces forces-là, force est de constater que, en dehors de faire ce boulot extraordinaire de lutter contre les djihadistes, eh bien, sous leur supervision, quelque part, ces pays se sont délités. Le Mali est devenu un État failli. Le Niger, qui est celui qui tient un peu plus la route, a connu aussi énormément de problèmes. Le Burkina Faso est devenu gangréné par le terrorisme sous notre supervision. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? On a accusé la France d'être responsable de tout ça. Or, c'était pas tout à fait le cas. Mais on n'avait pas de stratégie véritable. On avait des forces présentes, mais dans quel but ? Pour aller où ? Simplement pour maintenir l'unité nationale défaillante de ces pays ? Voilà, donc revers de la médaille, on se fait chasser en étant accusé de tous les maux. Et quelque part, ce côté anti-français, j'ai l'impression qu'il a contaminé même une partie de notre population en France. Et par exemple, pour ce qui est des mouvements kanaks en Nouvelle-Calédonie, il y a une force anti-française, on dira anti-blanc sur place, parce que c'est les réalités, on dira, de ces mondes... où l'adversaire a toujours été le caldoche, il y a toujours eu des tensions, même s'il y a des dialogues, même s'il y a des choses qui ont été faites ensemble, des gouvernements qui ont été faits ensemble. Aujourd'hui, le président de Nouvelle-Calédonie est FLNKS. Enfin, je veux dire, il y a les Kanaks, on voit au chapitre. Mais si vous voulez... Dès qu'il y a un problème, dès qu'il faut une clarification, ça devient... voilà. Et cette dynamique anticoloniale ou ce côté anti-français rejaillit et il est très très fort aujourd'hui. Et c'est par rapport à ça, à mon avis, qu'on doit répondre. C'est ce défi qu'on doit relever plus... Parce que si on relève ce défi, on n'aura aucun problème pour chasser ou maintenir à distance nos adversaires qui d'ailleurs se prétendent nos amis, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., censés être dans le même camp, mais en réalité, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. On n'aura aucun problème pour défendre nos intérêts si notre discours est cohérent et si on a un message français renouvelé. Malheureusement, aujourd'hui, il est de moins en moins lisible. Max Erwan Guesneau, vous voulez réagir ? Oui, je voudrais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, c'est très important. Je rebondis sur votre dernière phrase. François Hollande avait déclaré dans une interview concernant notre intervention au Sahel, « La France ne défend pas des intérêts au Sahel ». Comme si c'était honteux d'avoir des intérêts. Moi, je crois que justement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il ne faut pas mettre en avant des valeurs, il faut mettre en avant des intérêts. Traiter d'égal à égal avec des États africains qui sont tout à fait capables d'entendre que la France a des intérêts économiques et sécuritaires à défendre et que ces mêmes États en ont également. Or, nous mettons tout le temps en avant les valeurs parce que nous avons honte de défendre des intérêts. C'est vu comme cynique, pas à la hauteur de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, puissance universelle qui défend les droits de l'homme et le droit international. Il faut complètement changer de discours. Vous parliez de Mélenchon au Sénégal. Il y a une petite vidéo là qui circule, que j'ai vue ce matin en venant, où vous voyez le Premier ministre sénégalais dire à Jean-Luc Mélenchon « Nous viendrons en France, mais avec nos femmes, puisque nous sommes polygames et que nous entendons le rester ». Ça, c'est le discours que tiennent de plus en plus aujourd'hui les chefs d'État africains, mais de différents pays du Sud aux Occidentaux, pour dire « nous avons nos propres valeurs. Gardez vos valeurs pour vous-même ». Parce que, certes, nous ne sommes plus une puissance coloniale au sens politique, au sens économique, la France-Afrique, etc. On voit bien que la France a beaucoup de mal à défendre ses intérêts économiques en Afrique. En revanche, il reste un substrat d'impérialisme moral et culturel à travers ce discours des valeurs qui passe, le Monde diplomatique faisait un excellent papier sur le sujet récemment, qui passe aussi par les ONG qui conditionnent les aides au développement, un certain nombre de programmes humanitaires, à un certain nombre de réformes sociétales qui ne sont pas le produit de valeurs universelles, mais de valeurs typiquement occidentales que nous pouvons défendre chez nous, mais il faut accepter que le monde est divers. Et donc je pense que la France aura une stratégie, tiendra un discours beaucoup plus clair le jour où elle prendra acte de la diversité du monde, un monde constitué d'États qui ont chacun des traditions culturelles et des intérêts à défendre. Donc quelque part, le paradoxe de la situation, c'est qu'il faut nous aussi à notre tour se glisser dans un discours multicivilisationnel.
on parlait de l'Azerbaïdjan, on parlait de la Turquie, ce sont des adeptes de ce qu'on appelle le multi-alignement. Ils peuvent se rapprocher des Occidentaux pour des questions économiques, énergétiques et politiques le lundi matin, et le mardi matin, tendre la main à d'autres pays. Ils vont là où leurs intérêts les guident, et ça, c'est un discours qui est très bien compris partout dans le monde. Et comme nous le refusons, nous restons sur nos valeurs, ce qui a le don d'exciter un certain nombre de pays, et ça rejaillit ensuite, en effet, sur la concorde nationale, parce que ces valeurs un petit peu abstraites, elles ne tiennent pas un peuple divers. Un peuple divers, pour se reconnaître, pour développer une forme de fraternité, il a besoin de se retrouver sur une fierté collective qui ne repose pas sur des discours un peu abstraits. Ça doit être concret, ça doit reposer sur l'histoire, et ça doit reposer aussi sur de l'économie, sur des réussites concrètes. Et là, il en manque terriblement, et notamment en Nouvelle-Calédonie, et on pense évidemment tous à l'industrie du nickel. Et pour reconnaître ces valeurs donc, qui peuvent être différentes des nôtres dans d'autres pays, nos valeurs abstraites seront peut-être dépassées. Et finalement, est-ce qu'une des solutions, ce n'est pas nous aussi de retrouver des valeurs propres à la France et simplement déjà une sorte de fierté nationale? On a tendance à beaucoup s'excuser et on le voit d'ailleurs avec le succès donc, de ces débats autour de l'identité, même à droite, hein, certains s'en saisissent, il faut défendre le droit d'un peuple à vivre sur sa terre, etc. Alors, est-ce que peut-être déjà commencer par retrouver des valeurs typiquement françaises et non pas universelles, européennes, etc. Ce ne serait pas une première étape? La contradiction d'Emmanuel Macron, c'est qu'il aspire à un vivre ensemble tout en aiguisant ce qui accentue les fractures françaises, en mettant beaucoup le discours sur l'accent sur les mémoires blessées. Il a un discours très repentant, hein, pour dire les choses simplement. Or, la République, puisqu'on on évoque les valeurs républicaines, le front républicain. La République, c'était justement réussir à dépasser des divisions politiques, des divisions infranationales, régionales, avec un grand récit national assis sur des fiertés historiques, des grandes figures historiques que l'on mettait en avant dès l'école pour permettre aux petits Français de s'identifier. Ce discours, cette transmission historique, a complètement été dépassé. Et puis, au-delà du discours identitaire, il y a aussi un modèle démocratique en panne d'efficacité. Or, nous voyons des pays non occidentaux comme la Chine aujourd'hui connaître une ascension économique telle qu'aujourd'hui en Afrique, on ne se tourne pas vers la démocratie libérale européenne pour se demander comment réussir les enjeux du développement. On se dit, mais pourquoi ne pas se tourner vers le modèle chinois? Peut-être qu'il nous convient à nous davantage. Donc il y a deux choses, un discours en effet français identitaire à tenir, et puis comme disait Hubert Védrine, il faut que les démocraties occidentales fassent de nouveau la preuve de leur efficacité. Il y a du boulot. On va finir sur ces mots qui font office de conclusion, comme je l'attendais. Merci beaucoup, Max Irwen-Gestino, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes politologue et auteur, diplômé en histoire et en relations internationales, spécialisé dans l'histoire des idées et la philosophie politique, auteur de Le Nouveau Procès de l'Est aux éditions du CERF, contributeur au Dictionnaire des populismes aux mêmes éditions, et auteur également de L'ère de l'affirmation. Et puis merci à vous aussi, Régis Le Sommier, d'avoir été parmi nous, reporter de guerre, directeur de la rédaction Omerta, et puis notre partenaire tous les mardis sur Ligne Droite. Merci à tous les deux et à très bientôt.